Est-ce que tu sais combien a eu obtenu la cote de Viking du coup sur Mediafilm, qui est un peu un équivalent d'Allociné au Québec, sauf qu'en fait ça a été créé de base par des prêtres, mais il y a longtemps, hein, c'est plus catholique maintenant. À ta question, je sais pas, mais je dirais que mon chiffre préféré, ça doit être 2. Donc j'imagine que ça doit être 2 et que ça doit être un truc super rare, genre il doit être à peine le 10e film à l'avoir. Est-ce que tu as Wikipédia sous les yeux? Non, mais je l'ai ouvert tout à l'heure pour réviser. Parce que c'est exactement ce que je suis en train de lire. Bravo, ouais, c'est le 10e film québécois à obtenir cette note. Alors en fait, Mediafilm ne fait pas comme tous les autres, c'est-à-dire que de base c'était côté est-ce que c'est un truc de bon chrétien. Maintenant c'est plus ça. Les notes vont de 1 à 7, mais c'est pas 7 c'est très bien, c'est 7 c'est pire, c'est le pire que tout, et 1 c'est des chefs-d'œuvre. Et alors ils font quelque chose que je trouve très bien. Déjà c'est pas les critiques des spectateurs, c'est des critiques c'est des critiques de gens qui se rassemblent pour en discuter, etc. Et ils ont plusieurs critères. Et en fait, c'est qu'au bout de 20 ans, je crois qu'un film peut être recoté. Il peut avoir une deuxième notation et passer dans la catégorie 1. Et je trouve ça pas mal de laisser le temps de dire, bah voilà, un film qui sort directement ne peut pas être tout de suite considéré comme un chef-d'œuvre, en fait. T'es prêt à aller sur Mars? Je préfère rester sur Terre. 100K. Oh, oh, T'es mort? ouais, man. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et je suis accompagné de mon ami spationaute du grand espace cinématographique, Louis. Salut Louis. Salut. Alors, rendons à César ce qui appartient à César, Louis. C'est grâce à toi que j'ai vu ce film. Ah pardon, est-ce que tu l'aurais vraiment pas vu sans moi? Non, c'est vraiment toi qui m'en as parlé. Tu as été un précurseur là où beaucoup de monde l'a découvert l'année dernière. Moi, j'avais eu cet avantage de t'avoir toi qui m'en avait un peu déjà parlé à l'avance. Alors, c'est un film sorti en 2022, mais qui est sorti en France en 2023. Un film québécois qui s'appelle donc Viking ou dans sa version française, on dirait la planète Mars, un film de Stéphane Lafleur. Et c'est un film qui a été multi-récompensé au Gala Québec Cinéma en 2023. Il a été nommé 18 fois, il est reparti avec 11 récompenses, dont meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario, meilleur acteur pour Steve Laplante, dont on va parler un peu plus tard, qui joue le rôle principal, qui est John Shepard. Et il y a aussi une apparition d'un acteur que j'aime bien, qui est Christopher Eyendall, qui a joué dans la série L'Armée des 12 singes, qui est une réadaptation de L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Si vous n'avez pas vu le podcast sur Terry Gilliam, allez l'écouter. Et il a aussi eu la nomination de meilleure distribution de rôle, meilleur costume, meilleur montage et meilleure photographie. Alors, pour le petit résumé, le film, ça parle de quoi? C'est un groupe de 5 personnes qui est recruté par la film Viking pour prévenir les problèmes interpersonnels que pourraient éventuellement rencontrer 5 astronautes qui sont envoyés dans la première expédition pour habiter Mars. Et les 5 personnes alors sont choisies parce que leur personnalité ressemble beaucoup à celle des astronautes. Alors dans l'équipe, on a John Shepard, qui sera notre personnage principal. On a Janet Adams, qui est normalement la capitaine officielle de la mission. On a Steven, qui est un personnage très intéressant. Liz, qui est un homme qui joue donc une des femmes astronautes. Et Gary, qui est un hispanique qui lui joue un noir. Et maintenant que j'ai fait un peu le tour de tout ça, Louis, je vais te donner la parole et te demander qu'est-ce que tu as pensé de Viking? Eh ben, j'aime bien qu'on se dise à chaque fois et qu'on se demande qu'est-ce qu'on en a pensé parce que j'ai l'impression de vouloir parler que de films que j'aime. Donc forcément, à chaque fois, j'ai bien aimé. C'est vrai qu'on fait que des films qu'on aime. Après, la bonne question, c'est pourquoi tu l'as aimé? Exactement. Et ben, pourquoi j'ai aimé ce film? Parce que je trouve que c'est un film qui arrive bien à mélanger les genres. C'est un film de situation, c'est-à-dire qu'il va poser une situation qui est complètement absurde. Et ensuite, ça va créer des choses humaines à travers ça. Donc, c'est un film qui arrive à rester humain en étant drôle, un peu tragicomédie, et à parler beaucoup des interactions sociales, en mettant 5 personnes enfermées. C'est un peu ce jeu-là social, quoi. Et je trouve que le film l'explique très bien. Ça fait pas de chichi. C'est quand on a un problème avec une machine dans l'espace, on répare une machine sur Terre et on voit les problèmes, on arrive à les résoudre dans l'espace grâce à ça. On va faire pareil. Sauf que, évidemment, là où ça plante, c'est que bah, c'est la machine humaine, la complexité humaine qui est en jeu.
et qu'on va du coup s'amuser à décortiquer comme ça. Et donc, va y avoir ce qu'on dit de l'humour, donc c'est-à-dire que toutes les interactions sociales vont être extrêmement mécaniques. Et ça, c'est un truc qui participe à cette espèce d'humour qui est en continu dans le film, qui n'est pas forcément un humour qui nous fait rire aux éclats, mais un humour un peu grinçant, où là, notamment avec la fameuse phrase Je suis content d'avoir eu ce débat avec toi. Tout est très cordial en fait. L'entreprise en fait le demande parce que Viking, donc son titre original, renvoie à l'entreprise Viking en fait qui va engager ces personnes, qui est engagée par le gouvernement pour engager des personnes et essayer de résoudre les problèmes sur Terre normalement avant qu'ils arrivent au niveau de l'espace. Comme tu l'as évoqué, c'est une comédie dramatique un peu pince sans rire qui a quelques moments fantastiques. On voit notre héros Shepard, enfin c'est Shepard, flâner dans l'espace. Et moi, j'ai une théorie, j'en ai plusieurs, mais le truc des mécaniques, en fait, de demander à des personnes de jouer d'autres personnes, en fait, ça m'a beaucoup fait penser à une idée d'une IA, d'une intelligence artificielle, tu sais, simulateur pour avoir le comportement d'un humain. C'est-à-dire que tu vas rentrer des données dans ton IA pour la faire simuler comme des humains, savoir comment va se comporter autrui, mais le problème que tu as dans leur programme, c'est que tu joues avec... Enfin, tu demandes à des humains d'imiter d'autres humains et que ces humains ont leur propre volonté, un peu comme un code qui suivrait ce que tu as programmé de base. C'est-à-dire qu'il va pas faire exactement, il va pas suivre les émotions, alors que là, tu as les émotions en fait qui vont prendre l'avantage. Et c'est un film dont l'un des grands enjeux est l'émotion, celui qui ressentent, mais celui aussi des personnes qui sont dans l'espace et comment ils arrivent à capter cette émotion. Et le truc qui est intéressant, c'est que une intelligence artificielle, ça n'a pas de genre, contrairement à un humain. Et du coup, tu te retrouves avec certaines situations, notamment Lise, qui est un homme qui doit jouer l'astronaute qui est une femme, Elisabeth. Et ça me rappelle un peu le théâtre romain grec ou le théâtre no au Japon, où on demandait, tu sais, c'est des théâtres qui étaient interdits aux femmes. Elle ne pouvait pas avoir de rôle. Et en fait, on demandait à des hommes de jouer des rôles féminins. Sauf que imiter les femmes, ça va jusqu'à un certain niveau, surtout quand tu portes un masque. Et au final, ce que tu vas faire, c'est un peu une caricature de la personne qu'on te demande indirectement d'imiter. Et ce que j'aime bien avec Viking, c'est que tu as l'enjeu de l'émotion, tu as l'enjeu de l'imitation, mais c'est surtout avant tout l'enjeu d'une entreprise et d'un gouvernement. Le gouvernement qui envoie les humains vers l'espace et l'entreprise qui demande à des individus au final de fonctionner un peu comme des machines, de fait de ne pas être eux-mêmes, mais quand même d'avoir ce rapport convivial entre eux. Mais voilà, j'aime bien cette idée du gouvernement qui se lance à la conquête de Mars et qui demande à une entreprise d'y participer avec plein de trucs. Je trouve que tu retrouves pas mal d'éléments à l'intérieur. Par exemple, là, si tu prends les personnes qui simulent les astronautes, c'est un peu des ouvriers, ils sont prisonniers dans leur base à devoir imiter les autres. Tu as ce côté carrière factice qu'on promet au héros en disant que oui, s'il réussit, il ira très loin et tout. Et tu as à nouveau tout l'enjeu de l'intime et du professionnel où tu es en entreprise, on te demande d'être cordial, de créer des liens et en même temps de rester professionnel, qui joue un rôle tout ce petit jeu de professionnel et intime, il joue un rôle extrêmement important dans l'intrigue. Première différence, en fait, là où ça coince, c'est que on voit que le personnage de Steve Laplante qui joue David, qui joue lui-même John Shepard, du coup John Shepard qui est dans l'espace, lui il rêve d'aller dans l'espace et donc ça fait déjà une différence et on voit bien dès le début que les questions qu'on lui pose pour savoir s'il a la même personnalité, c'est pas des choses très importantes, quoi. C'est est-ce qu'il se souvient de ses rêves, est-ce qu'il interprète ses rêves et qu'en fait c'est que des pensées et en fait les personnages sont vite rattrapés par leur corporalité, en fait. Ils peuvent pas avoir les mêmes dégâts qu'ils ont là-haut, et notamment, effectivement, il y a des personnes masculines et qui vont jouer des personnages féminins, et donc, forcément, le cœur, sans spoiler, le corps et les désirs physiologiques ne suivent pas. Et d'ailleurs, ce qui paraît comme une blague à un moment, donc, il y a des espèces de supervision de la part des entreprises où ils sont avec David et ils lui demandent, oui, combien de fois tu te masturbes par semaine? Et il répond, 5 fois. Et ils disent, ah, John Shepard qui est là-haut se masturbe que 2 fois, donc tu vas devoir te limiter. Que ce qui paraît comme une blague au début, ça montre que déjà, il y a des différences physiologiques entre les personnes et que c'est... En fait, c'est ça qui rend le film drôle, c'est que c'est ridicule que des personnes... L'humain est tellement complexe que c'est impossible que deux personnes soient
complètement pareil, en fait. Ouais, et pourtant on leur demande de simuler autre. Il y a un truc intéressant sur le questionnaire du début qui m'a beaucoup marqué, c'est que c'est un questionnaire qui est un peu intrusif parce que l'objectif c'est de savoir comment est la personne et si elle correspond à l'autre. Mais quand tu regardes les questions qui sont liées, c'est des questions que tu es censé poser à des astronautes, c'est-à-dire tu as des questions qui sont liées à la dépression, d'autres qui sont liées à la paranoïa et d'autres qui sont liées à l'exubérance. Tu as un moment où il demande ouais, est-ce que vous avez l'impression d'être surveillé par les autres qui vous entourent? Et il est en mode bah non. Alors qu'au final, il va se retrouver pas surveillé par les autres, mais quand tu vis dans un petit espace, ben t'as vite l'impression que tout le monde est sur ton dos, notamment Lise, qui va finalement avoir un rôle un peu particulier. Il y a un truc enfin moi, qui m'a marqué, c'est John Shepard. À chaque fois, j'entendais son nom, ça m'a fait penser au commandant Shepard Oui, moi dans, aussi, dans c'est très Mass Effect. caricatural comme nom. Dans Mass Effect. Et le truc qui est très drôle, c'est que je suis allé voir dans Mass Effect, et dans Mass Effect, en fait, il s'inspire de quelqu'un qui a réellement existé, de Alan Shepard, qui a été un pilier de la NASA, qui a fait partie du programme Mercury et Gemini, qui sont les programmes où tu avais les pilotes d'essai qui s'entraînaient à voler avec les premières machines pour aller à l'espace. Il a aussi fait partie des missions Apollo 12 et 13. Et c'est aussi le deuxième homme à être allé dans l'espace après Yuri Gagarin. Donc c'est aussi un nom qui a une connotation très liée à l'espace. Je me suis posé la même question pour les autres, mais j'ai rien trouvé à part Steven, qui est le prénom d'un astronaute canadien qui lui allait dans l'espace. Il fait partie des tout premiers. Mais c'est vrai que quand tu as le nom Shepard, enfin moi j'avais vraiment tout ce côté héroïque et tu te sens que le Mhm. personnage David se sent porté par ce côté de héros. Il veut être le leader. Tu as l'entreprise qui arrête pas de lui dire qu'il a un vrai potentiel par rapport aux autres. Lui, il a été sélectionné dès le premier coup. Ils ont jamais eu un meilleur score et tout. Tu toute cette montée de l'entreprise qui font ah, vous êtes particulier et tout. Du coup, il commence à prendre littéralement la grosse tête et tu sens qu'il n'arrive pas à finalement se détacher entre la partie intime et la partie professionnelle. Si on prend le travail des psys, les psys, pour t'aider, ils doivent aller bien eux-mêmes et ils doivent aussi faire des supervisions, etc., ce que eux n'ont pas. Parce que je te parlais de supervision tout à l'heure, mais c'est plus l'entreprise qui voit s'ils jouent bien leur personnage. Sauf qu'en fait, personne ne va voir si eux, ils vont bien, en fait. Et du coup, ils commencent à se transformer. Et en fait, on peut expliquer, chaque jour, ils vont recevoir des espèces de petites notes des gens qui sont dans l'espace qui vont leur dire, moi, je me sens comme ça, je me sens comme ça. Et en fait, ça finit par les miner eux. Et du coup, ben, forcément, vu ils commencent à être déprimés, ils s'embrouillent entre eux. Et on sait plus vraiment si c'est les personnages qui jouent qui s'embrouillent ou si c'est eux-mêmes, parce qu'on voit qu'ils sont un peu à fond dans leur personnage, qu'ils ont de l'ego, et quand ils sont plus chefs, eh ben, c'est eux-mêmes qui vont être vexés et pas forcément leur personne. Mm. Avec aussi, tu sais, vu qu'ils sont censés imiter les imitations, on leur demande d'imiter une imitation t'as un moment où un des personnages perd sa fonction dans l'équipe, et derrière, ils sont en mode ah, c'est cool, ça a changé, et ils demandent à son personnage de donner quelle émotion il a. Donc la personne répond triste et pas très heureuse. Ils font ah ouais, mais il faut aussi que tu donnes du coup combien de temps tu penses que ça va durer, et la personne fait je pense que je vais être triste 2 3 jours, et on lui attaque pour être plus professionnel, il faudrait que tu sois triste que 2 jours, et t'es en mode non mais attendez. Et même quand ils ont des solutions, tu vois que ça fonctionne pas. Par exemple, tu sais, t'as un moment où ils mettent en scène une dispute qu'il y a eu entre deux astronautes, qui est que l'un doit donner la carte à l'autre parce qu'ils sont en train de construire un truc, et l'autre refuse. Et la première chose qui est dit, c'est que la personne qui refuse a tort parce qu'elle n'a pas les compétences pour monter l'objet. Et on lui dit, oui, non, mais c'est une question d'ego. Et t'es en mode, certes, c'est une question d'ego, mais du coup, la réponse de base, c'est en effet que l'un des deux a raison. Et ils essayent de trouver quand même ce truc où il faut pas fâcher les deux, il faut avoir un truc calme, tu vois, il faut pas avoir de tension, je dirais, au sein de l'entreprise. Mais même quand tu as des solutions évidentes qui apparaissent, comme une personne a raison et l'autre tort, ils font non, non, il faut faire autre chose à part. Ce qui fait que tu crées vraiment des situations de tension, d'humiliation, et en même temps, tu peux rien y changer. Ouais, c'est ce côté très hermétique à se parler en mode beaucoup. C'est un truc de parler beaucoup de ses émotions, mais pas de trouver de solution, ça sert à rien, quoi. Ils sont vraiment dans le dialogue en permanence. Mais le dialogue, finalement, boucle sur lui-même et ça devient creux. Et je voulais parler un peu de l'image parce que ça a gagné des prix et je trouve que l'image est très épurée. Et je trouve que ça fait du bien, beaucoup de plans fixes et ce qui participe à quelque chose d'un peu, lancinant, donc on a vraiment ce sentiment d'espace, mais en même temps, ça fait vraiment beaucoup avec peu de budget.
Notamment le moment où il hallucine et il imagine un peu la planète Mars, c'est vraiment juste un cercle rouge dans l'espace. Et ce côté minimaliste, et en même temps un éclairage quand même travaillé, je pense que c'est tourné en pellicule, mais je suis pas certain. Je trouve qu'il fonctionne assez bien en fait. Ça m'a fait penser à High Life de Claire Denis. Et en fait, c'est parce que c'est aussi le côté science-fiction low budget. Ouais, c'est une science-fiction qui se concentre sur ses personnages plus que sur raconter une histoire un peu épique. Après, la particularité de Viking, c'est que ça parle d'un sujet qui est SF, mais ça on n'en a pas indirectement l'image, parce qu'au final, à part les moments qui sont assez poétiques où il s'imagine dans l'espace en train de flotter, techniquement, t'as qu'une seule scène qui se passe à l'intérieur du vaisseau spatial, qui est le moment où il a appris une nouvelle assez triste. Et en fait, il répond que, bah oui, c'est une nouvelle triste, mais en tant que personne qui fait partie d'un équipage qui a la chance d'aller sur Mars, alors que lui n'y est pas sur Mars, il doit faire fi de cette mauvaise nouvelle et continuer dans son progrès pour sa carrière. Et le moment où il dit ça, c'est les images qui ressemblent en fait quasiment aux mêmes images que tu vois depuis le début du film quand ils sont dans la base. Sauf que les personnes que tu vois, ce sont pour le coup les vrais astronautes qui sont en train de vivre. Il a vraiment ce truc où le montage te donne un peu l'impression qu'il est vraiment dans la tête de son ami astronaute, alors qu'au final, on verra que c'est pas totalement le cas. Mais parce que à nouveau, l'émotion joue énormément. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, et je suis d'accord avec toi, l'image est extrêmement épurée. Pareil pour les costumes, ça a gagné le prix du meilleur costume, mais les combinaisons, en fait, elles ont rien de transcendant. Elles sont assez simples, mais elles donnent un petit côté que j'aime beaucoup, sachant qu'il y a deux tenues différentes. T'en as une, si je me souviens bien, qui est la principale qui porte, qui est bleue. Et la deuxième, c'est pas leur tenue, c'est une autre tenue que tu vois dans le film qui est gris jaune. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être que au niveau de ce qu'ils tentent d'imiter, il y a des différences que eux n'ont pas. Après, le problème qu'ils ont, c'est ce que tu disais, et que tu disais très justement, c'est que généralement, quand ils ont un problème dans l'espace, tu gardes sur Terre les mêmes pièces pour voir qu'est-ce qui déconne, essayer de réparer avec ce que eux ont dans le vaisseau et tout. Et de base, on leur dit que l'objectif de leur mission, c'est en fait un peu de pré-shot, de deviner à l'avance quelles seront les tensions pour les éviter. Et au final, ils vont passer leur temps à se retrouver sur eux-mêmes le disent, sur des situations qui leur arrivent. Ils doivent essayer de déboucher une solution. Ils la proposent et derrière, elle n'est pas retenue parce que je pense que simplement, c'est pas la bonne solution. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment toute cette situation créée et dans le scénario et dans l'image, en fait, du ridicule. Et je trouve que c'est déjà dans la bande-annonce, mais à un moment, tu les vois marcher de manière héroïque dans leur scaphandre. Et le plan d'après, qui je trouve qui est un plan presque, n'ayons pas peur des mots, tatiesque. Tu les vois sur un parking arriver dans un bus pour aller à l'endroit où ils vont faire la simulation. Et en fait, je trouve ça excellent de juste voir des astronautes qui sont un peu une image hyper sexy, voilà, c'est hyper vendeur, etc., dans ce plan large. Et il y a toujours ce décalage-là où, pareil, quand ils arrivent devant la base, c'est comme, ah bah, il y a ils laissent le temps où il faut trouver les clés pour ouvrir la base. Et en fait, ça marche très, très. Je trouve que c'est hyper drôle. Enfin, c'est hyper drôle. Bah, tu l'avais déjà avant, justement, quand t'as le mec du gouvernement qui vient les voir, qui leur cite Reagan et tout, dans la toute petite salle de réunion. Il essaye de les motiver comme des astronautes, alors qu'ils sont juste là pour faire semblant d'être les astronautes. Ou même juste avant, quand ils commencent à se présenter, tu as Elisabeth qui arrive, qui fait bonjour, je m'appelle Elisabeth, mais je préfère que vous m'appeliez Lise, qui est très sympa comme introduction à une personne qui Ouais, ils n'est sont à pas fond. qui elle est. Et c'est très drôle de juste ce contexte de base qu'ils se rencontrent et qu'ils acceptent immédiatement de jouer leur rôle et de pas se donner leur vrai nom. Et ben moi, je trouve que c'est un peu le même humour qu'on peut retrouver dans Triangle of Sadness. Je sais pas si tu l'as vu de Oslung. Je trouve que c'est un humour de situation, en fait, où dans un moment parce que je trouve que c'est un peu ce truc-là de... C'est pas vraiment des scènes qui sont drôles, mais tout le film est teinté de ce truc-là de... On va dire que... On va dire que dans Triangle of Sadness, c'est on va dire que y a des riches qui sont sur un bateau et que le bateau se met à tanguer et on va voir ce qui se passe. Et donc, tu libères et tu laisses tes personnages comme ça presque s'écrire eux-mêmes. Il y a quelque chose comme ça dans l'humour de Viking.
C'est comme on va dire que la NASA a créé cette situation-là et on va voir ce que les personnages vont faire et c'est ça qui va créer le décalage. Et si c'est drôle, tant mieux. Si c'est dramatique, tant mieux aussi. Je te propose que du coup là on parle de la fin, Damien, et donc les spectateurs qui voudraient s'épargner le spoil peuvent quitter puisqu'on va dévoiler des éléments de l'intrigue. Alors, du coup, à la fin, le personnage se retrouve tout seul parce qu'il a décidé de quitter la compagnie après s'être rendu compte qu'il a eu ce qu'il voulait, en fait, que notre Shepard demande à Stevens d'être plus professionnelle parce qu'elle était un peu, elle était un peu l'électron libre. Et au moment où elle va lui demander de faire ça, Steven va commencer à devenir froid avec lui. Et nous, à ce moment-là, on se dit qu'il l'a vexé parce qu'elle pensait avoir un ami et que derrière, elle essaye de se venger, jusqu'au moment où elle part et qu'on découvre que les messages qu'elle recevait, elle lui indiquaient qu'il fallait qu'elle soit froide et qu'elle déteste Shepard. Et Shepard, derrière, va se rendre compte de ça. Il va se rendre compte qu'aussi la compagnie l'a menti sur un point et il va se retrouver dans une situation totalement perdue où, au lieu d'essayer d'imiter Shepard, David va totalement abandonner et va décider de redevenir David. Et du coup, c'est une fin qui n'est pas un moment où il se venge, tout ça, tout ça. C'est un peu comme la période qu'on a eu des abandons silencieux de Job. C'est-à-dire qu'il ne fait au final rien, il part, et il redevient lui-même. Il abandonne finalement cette entreprise qui lui avait promis monts et merveilles pour juste être lui. Et être lui, bon, ça n'a pas l'air ouf, mais c'est mieux que d'être quelqu'un d'autre. Ouais, c'est joliment dit parce que justement, je trouve qu'il retrouve ce côté bon vivant en fait qu'on voit parce qu'il y a une métaphore filée un peu avec ça dans tout le film avec le café. Et en même temps, il y a une ambivalence parce que du coup, quand il va quitter complètement le programme, c'est aussi parce que déclenché parce qu'il va se rendre compte que il est pas seul dans le programme et qu'il y a d'autres gens qui imitent les personnages. Et donc en fait, ce qu'on lui a vendu comme étant un truc héroïque de t'es unique, tu vas pouvoir aller dans l'espace peut-être, t'es trop fort, bah en fait, il y en a plein d'autres qui le font. Et donc, il perd son unicité dans le fait de copier quelqu'un, ce que je trouve assez intéressant. Mais de base, ça fonctionnait parce que l'entreprise lui vendait justement ça comme un moyen d'accéder à l'espace. Le fait de se conformer, c'était le truc qui allait lui ouvrir la clé. Et le truc qui se rend C'est compte, ça. c'est que C'est ça, en son fait. entreprise lui promettait la clé d'aller dans l'espace. Il se rend compte que le gouvernement, en fait, n'a pas embauché une seule entreprise pour faire l'expérience. Et il se rend compte que, oui, en fait, il n'est pas seulement en compétition avec les gens à l'intérieur de son entreprise, il est en compétition avec d'autres personnes à d'autres endroits de la planète. Mhm. Et à ce Mais je moment-là, trouve il ça. décide d'avoir dit ciao Pantin. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est le fait de voir qu'il n'est pas unique qui va le faire quitter, alors que son but, c'était justement d'imiter quelqu'un et donc de ne pas être unique. Et donc, il y a une espèce de paradoxe qui se crée là. Et d'ailleurs, à la fin, donc, il décide de mettre 2 sucres dans son café parce qu'il y a eu toute une histoire avec ça, où Shepard préfère mettre 2 sucres dans son café et il y a eu des problèmes dans la station parce que ils sont rationnés et c'est qu'un sucre normalement. C'est pas Et Shepard là, en je me suis fait. posé. C'est Ouais, en fait, David on lui-même. sait pas Enfin, exactement. parce que au moment où il le fait, il le justifie pas vraiment en disant oui, c'est David et tout. C'est Liz qui en fait lui met le nez dans le fait qu'il faut être Oui, c'est vrai. professionnel Et là-dessus. du coup, on sait pas qui vient de là et qui vient de l'autre, en fait, je trouve. Ça brouille un peu les pistes. Ouais, parce que il leur demande d'imiter, par contre, sur là-dessus, il leur a rien dit. Pareil, ils leur disent pas comment les autres se douchent, alors qu'ils sont sur plein de points essentiels. Ils dorment mal, donc vous devez dormir mal. Et ils dorment Ouais, mal à cause de tel bruit, donc vous devez dormir mal à cause de tel bruit. Et derrière, tu as des détails sur, par exemple, est-ce qu'ils sont plutôt frileux ou autres, où ils laissent un peu cet espace de... les gens font comme ils veulent. Parce que si, par exemple, Shepard ne prend pas de café... je sais pas s'ils vont l'interdire ou pas. Les seuls interdits que tu bah, as, c'est vraiment sur des trucs un peu mini, le sommeil, l'imitation de la joie. C'est vraiment du comportement plus que de la nutrition, je sais pas, en fait, et d'hygiène. ouais, c'est ça. Enfin, Mais si, il y a une d'hygiène un peu. espèce de paradoxe parce que c'est comme ah oui, ok, il faut que tu te masturbes exactement comme Mm, le personnage. Par contre, l'entreprise, enfin les gens qui gèrent cette section dans l'entreprise viennent les féliciter et leur apportent du champagne pour faire la fête mm. à un moment où ils sont censés être en mission. Donc tu te dis, attends, mais ils brisent leur, enfin voilà, ils brisent leur immersion Mm. et en même temps, eh ben, ils leur demandent de se conformer au personnage. Donc en fait, l'entreprise n'a aucune idée de ce qu'ils font, Mais ils ont clairement. clairement
aucune idée parce que t'as la scène où il décide d'écouter David, ce qui va se retourner contre lui. En fait, le truc qui est intéressant, c'est que David rentre dans cette entreprise dans laquelle il a totalement foi. Et en fait, à chaque fois que cette entreprise va l'écouter ou que quelqu'un va l'écouter, ça va immédiatement se retourner contre lui, que ce soit pour Steven ou par le fait d'essayer de développer son entreprise pour prévoir les actions des autres. Et au final, ça tourne mal pour lui. C'était l'épisode de Projection perdue sur Viking de Stéphane Lafleur, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi, Damien. A plus les gens. Salut. Tu sais que on a parlé de Terry Gilliam encore cette fois-là. Et Oui. c'est marrant parce qu'il nous quitte pas, hein, vraiment. Je pense qu'on a vu la même anecdote sur... Roger Rabbit. Oui. Oui. Attends, je sais. Comme quoi il devait réaliser le film à un moment. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai vu. Ah oui. Et il a dit non. En fait, l'anecdote, c'est qu'on lui a proposé, il a fait non, et après coup, il a dit ouais, je regrette. En fait, c'était surtout par flemme.